En décembre, un document avait provoqué une polémique. C'était Fiducia Supplicans, ce document qui ouvrait la voie aux bénédictions de couples homosexuels. Avec le document du pape sur la dignité humaine, Dignitas Infinita, une infinie dignité, c'est un document, semble-t-il, qui rééquilibre quelque peu les choses. Une vingtaine de pages, approuvées en mars par le pape François, fruit de 5 ans de travail, déclaration publiée par le Dicaster pour la doctrine de la foi, qui énonce un certain nombre de points, en particulier sur la théorie du genre qui est dénoncée avec force, selon laquelle donc l'identité sexuelle serait déterminée par l'éducation et l'environnement et non par des différences génétiques. Et puis l'Église se dresse aussi contre la criminalisation de l'homosexualité, toujours en vigueur dans de nombreux pays, notamment en Afrique. Elle dénonce le fait que dans certains endroits, de nombreuses personnes soient emprisonnées, torturées et même privées du bien de la vie uniquement en raison de leur orientation sexuelle. Analysez quelque peu ce texte avec Henrik Lindell, Carole Sabat et aussi Éric Verhaeg. Essayons de comprendre ce qui se passe en ce moment. Henrik. C'est un document assez important. Il est d'ailleurs plus long et plus important, je dirais, que celui sur la bénédiction des couples homosexuels et des couples divorcés, remariés, dont on a beaucoup parlé et qui a fait beaucoup de débats à travers le monde. Ici, on est, je crois, dans un document plus classique et plus magistériel. C'est le Dicaster pour la doctrine de la foi. Encore une fois, c'est le théologien argentin et cardinal Víctor Manuel Fernández, qui est très proche du pape argentin, qui a rédigé de nombreux documents. Il est probablement aussi le rédacteur, paraît-il, en tout cas de la joie de l'Évangile, l'exhortation apostolique du pape François. Voilà, qui est vraiment son bras droit, surtout quand il s'agit d'écrire des textes. Et donc, ce document, qui comporte 66 points, insiste sur la dignité, plusieurs formes de dignité. Il théorise autour de ce concept qu'on utilise beaucoup. On l'utilise beaucoup dans le débat sur l'euthanasie, par exemple. Ceux qui disent qu'il faut pouvoir aider les gens à se suicider parlent de dignité, droit à mourir dans la dignité, etc. Et donc, du coup, c'est un peu la réponse à tous ces discours-là. La dignité, il y en a 4 types ontologiques. C'est le fait qu'on existe, ça en soi, ça mérite une dignité. Dignité morale, c'est-à-dire qu'on est libre. Dignité sociale, ça concerne évidemment les conditions de vie. Et puis une dignité existentielle, liée à la perception de la personne de sa propre dignité. Et c'est là où il s'agit notamment de ces toutes nouvelles choses qui apparaissent dans des documents magistériels, comme la GPA, gestation pour autrui. Donc le dicaster dit pas de droit à l'enfant. Donc la GPA ne peut pas être considérée comme faisant partie de la dignité humaine. Ça met en cause à la fois l'enfant et la femme et la maternité. Et surtout la théorie du genre, parce que ça c'est très médiatique, très spectaculaire sûrement, parce que le Vatican, pour le dire simplement et banalement, condamne la théorie du genre. Carole Sabat. Moi, je pense en fait que, pour ne pas faire des tunnels, je pense que c'est un document qui est essentiel, qui est important, mais qui est à contre-rebours de la réalité du monde et de ce que moi j'appelle, pas seulement moi, mais Chantal Delsol aussi appelle ça l'inversion normative des valeurs. On vit une inversion normative qui est l'inversion de l'inversion. Au début du IVe siècle, avec l'empereur byzantin Théodore, il a reconnu le christianisme comme étant en fait la religion officielle de l'Empire. Et donc les valeurs du christianisme forcément devenaient les valeurs des lois, des normes de la société. Donc tout ce qui était euthanasie avant, accepté dans la société romaine avec l'aristocratie, tout ce qui était les avortements en fait qui étaient très faciles à l'époque dans la grande aristocratie romaine, était complètement inversé. Aujourd'hui, on est en train de vivre l'inversion de l'inversion. Et toutes les valeurs, je dirais, du paganisme ancien reviennent dans le néopaganisme nouveau. Le pape, ici, le dicaster de la congrégation de la foi, en fait, le gardien de la doctrine, d'une certaine manière, il redit les principes. Et ça, c'est quelque chose de très important, en fait, de rappeler, en fait, les formes de dignité. Parce qu'il y a un problème de définition. Qu'est-ce que veut dire la dignité aujourd'hui dans le concept des nouvelles valeurs ?
qui remplacent en fait les anciennes valeurs. On ne sait pas où mettre le curseur. Là, par exemple, on est en train d'avancer. Le mot demeure. Le mot demeure. Mais c'est parce que la question de la vie demeure aussi, qui est un mystère. Qui peut aujourd'hui dompter en fait le mystère de la vie, dire quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle se termine. Ce que veulent les pouvoirs politiques, c'est pouvoir le dire. Et d'ailleurs, on avance d'une manière masquée. Et le Figaro, en fait, hier, il disait, mais il faut arrêter en fait d'avancer d'une manière masquée. Il faut dire les choses. Il faut nommer que l'aide à mourir dans l'euthanasie, c'est une euthanasie. Présenté en Conseil des ministres mercredi, faut-il le rappeler. On est en plein dans le débat. Comme l'a dit Henrik, en fait, il présente 13 situations qui portent atteinte ou qui menacent ou qui bafouent la dignité humaine, mais telle qu'elle est comprise en fait à travers les 4 définitions de dignité ontologique, anthropologique, existentielle, etc. Important en fait, le chapeau qu'il met au début, il dit il n'y a pas de conditions sans lesquelles la vie humaine cesse d'être digne. Le vrai problème, c'est que ça, c'est l'Église qui le dit, c'est les religions qui le disent. Mais aujourd'hui, le vrai problème, c'est le décalage entre, en fait, ces religions, ces consciences universelles et la société. On voit très bien, on n'a plus aucun impact. On est en train de vivre un début, je dirais pas de persécution morale et j'ai vu par exemple... Alors, est-ce qu'on n'a plus aucun impact? Je n'en suis pas sûr. Figurez-vous, hier, j'étais invité au Grand Orient de France. Continue à en avoir. Non, mais je vous fais une confidence, j'étais invité au Grand Orient de France. C'est bien ça. Et le grand maître du Grand Orient de France nous a dit que les religions, selon lui, avaient encore beaucoup d'influence. Bien sûr. Alors, pour le déplorer, mais beaucoup d'influence. Si elle change de concept et d'approche. Je ne sais pas, mais en tout cas, semble-t-il, il y a pour le coup une perception assez différente. Les religions, en tout cas le catholicisme, a tendance à se percevoir comme extrêmement déclinant, et peut-être que s'il en juge par ses forces vives, c'est peut-être le cas, mais dans l'imaginaire, il y a encore une rémanence, si on peut dire. Je donne un dernier exemple, en fait, pour confirmer en fait ce que tu viens de dire. Par exemple, en fait, les baptêmes d'adultes cette année, en fait, dans l'Église catholique de France, en fait, tout le monde, y compris l'institution épiscopale, a été surpris de cette, je dirais... Mais tout ça, ce travail-là, à mon avis, du baptême d'adulte, vient parce qu'en fait, il y a une forme, à l'intérieur de l'Église de France, il y a l'Église institutionnelle, mais il y a aussi des développements, je dirais, de reprise de conscience, en fait, de l'identité chrétienne, pas dans le sens identitaire, mais de l'identité chrétienne, des valeurs... Et les grandes questions de la vie demeurent aussi. Absolument. Et donc, je termine là-dessus, c'est l'opposition qu'on vit entre les droits personnels et les droits individuels. Et aujourd'hui, on le voit très bien, par exemple, quand Saint Paul dit « Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit », s'oppose parfaitement en disant j'ai en fait tout le pouvoir sur mon corps, donc je peux faire de mon corps ce que je veux. Mais par rapport à quoi? Par rapport à une éthique qui est sans transcendance. Une éthique sans transcendance, c'est une forme de totalitarisme. Et donc la dignité versus, pour les personnes qui défendent l'euthanasie, c'est justement la libre disposition totale du corps, du début avec l'IVG, pour l'avortement, jusqu'à la fin avec l'euthanasie. C'est la question de la vie. Éric Verhaeghe. Oui, moi désolé si on est pessimiste. Je suis entouré de pessimiste. Non, mais moi je crois qu'il y a aujourd'hui, de fait, et c'est pas une question de paganisme ou pas, je crois qu'il y a aujourd'hui une contestation de la place particulière de l'homme dans la création. Et je crois que dans les cultures païennes, comme dans la culture chrétienne, cette particularité, cette éminence de l'humanité dans la création n'était pas contestée. Aujourd'hui, nous sommes face à une vision très mondialiste, très utilitariste, transhumaniste, comme on dit parfois, l'homme-machine, qui considère que l'homme est un animal comme les autres. C'est le parti animaliste, si vous voulez, où on nous explique qu'il y a le droit de la vache, le droit du chien, et accessoirement le droit de l'humain. Comme si, au fond, nous n'étions qu'une créature parmi d'autres. Et je crois que l'Église a intérêt, aujourd'hui, à structurer, à redéfendre, à redire la particularité de la place de l'homme dans la création. Et je crois qu'elle a intérêt à bien prendre la mesure de l'offensive idéologique qui est menée pour nous expliquer qu'au fond, le bonheur, le salut, c'est devenu la santé, voilà, et le bonheur, c'est devenu le bien-être, et qu'au fond, il n'y a plus d'élévation transcendante à chercher en l'homme. Il doit juste se contenter d'une condition animale, comme les vaches qu'on doit plus tuer pour plus les manger. Et je crois que le débat, il est là. Et je crois que nous avons aujourd'hui l'obligation de dire qu'il y a une offensive qu'on appelle le transhumanisme, on peut l'appeler différent, où beaucoup pensent qu'au fond, l'avenir de l'humanité, c'est d'avoir des puces partout pour se sublimer, mais qu'au fond, nous ne sommes qu'un animal imparfait comme les autres, et que nous n'avons pas de droit particulier par rapport aux autres créations, aux autres créatures. Donc de la dignité création. est par définition partagée avec toute la condition animale.
Là, tu Il parles n'y a de pas une dignité humaine en tant que telle. de situation particulière de l'être humain, anthropologiquement et théologiquement, c'est la primauté. Et la primauté ne veut pas dire en fait une sorte d'emprise en fait sur les autres de la création. On voit dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, on dit que l'homme est le jardinier de la création. Et donc il est quelque part, il n'est pas le possesseur de la création. Il peut faire ce qu'il veut. Dans le livre de la Genèse, clairement, il a une responsabilité vis-à-vis de la créature, vis-à-vis en fait de l'environnement, vis-à-vis de la terre, puisqu'il est le jardinier. Le jardinier de qui, en fait? De quelque chose qui appartient dans la conception de notre foi, à un propriétaire. Donc, on est dans cette vraie logique, et ça se décline à la fois dans l'homme. Il y a le livre en fait. Et là, on dit qu'il n'y a plus de propriétaire en fait, mais que oui, chacun. ce que dit Bertrand Vergelet, il vient de sortir un livre extraordinaire, même basse en fait sur la pensée. Il parle en fait du vol de la pensée, du vol du corps, du vol de l'éthique, du vol des valeurs et du vol de la spiritualité. Et il dit, on est avec le transhumanisme, on est dans cette société où c'est l'homme-machine, l'homme technologique, en fait l'homme augmenté d'une certaine manière, comme on en parle aujourd'hui. Mais c'est ça le vrai problème. Et nos églises n'ont pas encore pris la mesure, et toutes les religions d'ailleurs. Il y a des religions qui sont conquérantes, en fait, parce qu'elles sont missionnaires, comme l'islam. Elles n'ont pas directement d'impact, je dirais, par rapport à cet un peu renversement de situation de valeur, parce qu'ils mobilisent rapidement. Par contre, la religion chrétienne, qui était une religion universaliste, elle est attaquée sur son concept structurel en tant que tel. Elle n'a pas pris encore la mesure de cette... Henrik Lindell. Alors, prendre la mesure de la situation. Et dernière réflexion, on a encore deux sujets après quand même, Henrik. Non, simplement, je voudrais revenir sur le fait que là, il y a quand même un document qui est dans le débat contemporain sur la théorie du genre, notamment, et sur la GPA. Voici un document qui répond à un besoin, je pense, y compris pour les catholiques, de les informer. Voilà, c'est le dicaster pour la doctrine de la foi. Donc, c'est pas au niveau de la foi que cela se passe. Entre parenthèses, parfois ça demande aussi un peu de foi pour entendre ces documents en question. Et c'est là où parfois je m'interroge. C'est pas pour polémiquer ou quoi que ce soit, mais quand on dit on a besoin de l'Église pour comprendre certaines choses. Oui, mais quand on dit cela, et c'est ce que vous suggérez quand vous allez au Grand Orient de France, Louis, c'est qu'ils n'ont pas la foi. Et donc, il y a quelque chose qui devient parfois très difficile pour quelqu'un qui n'est pas dans la religion chrétienne, qui n'a pas la foi chrétienne. Il ne s'agit pas de comprendre intellectuellement ce qu'il y a dans ce document. Ce qui est difficile, c'est d'entendre... nous qui sommes chrétiens, parler de notre foi, parce que notre foi, elle est personnelle, et elle concerne une personne qui est Dieu, une personne qui est Jésus, une personne qui est Saint-Esprit. Et c'est là où il y a un problème. Et c'est là où aussi il y a un problème avec la société contemporaine, avec pas seulement la sécularisation, mais la sortie non pas de la religion simplement, mais sortie de la foi chrétienne, où de plus en plus de gens s'orientent soit vers d'autres religions, l'islam, soit vers le paganisme, en effet. Oui. Et c'est pour ça que, alors ça, je fais mon cocorico, il s'agit pour l'Église surtout de réévangéliser à nouveau. Et d'être audible. L'essentiel, il est là. L'essentiel, c'est pas tant sur la théologie morale, etc., c'est renouer avec la mission. C'est renouer avec la mission. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Parce qu'on ne devrait pas avoir à expliquer aux gens qu'il ne faut pas tuer. Mais on en est là aujourd'hui. Nous savons qu'il ne faut pas tuer. Mais renouer avec la mission, non pas dans une approche magistrale, dans une approche missionnaire, telle que les apôtres l'ont fait. Il y a besoin d'une apologie, aussi d'une théologie apologétique aujourd'hui de nouveau, parce qu'on est trop assis sur... Mais ce sont les termes que personne ne comprend, Carole. Hein. Apologie, c'est une défense. C'est les termes du christianisme. Mais je sais bien, parce que vous êtes sur une antenne spécialisée. Mais... Donc l'apologie, en fait, l'apologie, c'est la défense de la foi. Je sais bien, mais... C'est un langage complexe, même le mot de bien commun, l'expression bien commun est une chose. C'est un langage codé. Ouais. C'est un énorme pas pour l'Europe. Je suis désolé, on est un peu obligé d'enchaîner sur des sujets que nous avions sélectionnés et annoncés, mais il y a un lien. Après des années d'âpres négociations, les eurodéputés ont adopté une réforme de la politique migratoire européenne, dont Ursula von der Leyen nous dit que c'est un énorme pas pour l'Europe. Hein. C'est ce que dit la présidente de la Commission européenne.
une session plénière à Bruxelles qui a été aussi interrompue par des militants des droits de l'homme et qui parle donc de ce pacte sur la migration et l'asile. Quelles sont les avancées majeures de cette disposition qui renvoie aussi à la dignité humaine, hein. On est dans des sujets qui finalement se tiennent tous un petit peu. Pacte migratoire pour faire changer les dispositions en vigueur nées de Dublin, des accords de Dublin 3. Carole Sabat, Henrik Lindel, Eric Vera-Guéric, vous voulez reprendre sur le pacte migratoire ? Peut-être juste 3 mots pour dire que je crois qu'il y a vraiment 2 choses dans ce pacte. Il y a l'harmonisation des procédures de traitement des droits d'asile, qui est un sujet qui pêche aujourd'hui. Et puis il y a ce mécanisme de solidarité obligatoire, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de migrants qui arrivent en Italie ou en Grèce, il y a une répartition obligée, ou en Espagne, une répartition obligée sur l'ensemble du territoire européen. Par quota, selon la population. Par quota, voilà. Et ça, je crois que c'est un sujet dont on n'a pas très bien pris la mesure, parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un très grand décalage entre le ressenti de la population. Alors, je ne vis pas qu'à Paris, je vis dans une petite sous-préfecture à Abbeville, dans la Somme, qui est une ville où il y a peu d'étrangers, mais où cette politique de quota a un effet direct, visible. Et des gens d'Abbeville voient débarquer des Afghans, des Sri Lankais. Qu'est-ce qui se passe ? Et on ne mesure probablement pas à Paris l'effet très profond sur les populations et sur le fait que c'est une politique qui n'est pas expliquée, accompagnée et qui est anxiogène pour beaucoup de gens, puisqu'après on a des Afghans qui poignardent, des Afghans poignardent, etc. Et je pense que politiquement, l'affaire est mal prise, elle est mal comprise. Et elle n'est pas bien mesurée par les élites parisiennes qui s'enthousiasment pour ce genre de documents. Et je pense que c'est une bombe à retardement, à mon avis, ce pacte migratoire. Ouais, c'est vrai. Et on devrait, à un moment donné, essayer de comprendre comment les gens réagissent quand ils voient arriver un autocar d'Afghans dans leur village. Et moi, je pense en fait qu'il y a rapidement là aussi, en fait, il y a un effet de manche quelque part. Pourquoi je dis un effet de manche ? Parce que c'est la superstructure européenne qui navigue sur les ambivalences et les contradictions. Il y a 2 tendances de fond en fait qui sont contradictoires dans ce pacte qui se négocient depuis 7 ans, sur lequel en fait la Hongrie s'est opposée, sur lequel en fait les pays en fait qui sont les pays qui sont concernés par la solidarité mais qui n'est pas appliquée sont aussi concernés, l'Espagne, l'Italie et la Grèce qui sont en première ligne. Quelles sont les tendances contradictoires ? C'est que on veut contrôler les flux migratoires. Mais en même temps, on fait de la géopolitique, en fait, qui permet, en fait, d'une certaine manière, de ne pas les tarir, ces flux migratoires, au contraire de les instrumentaliser, de les utiliser. Et deuxièmement, la deuxième tendance, c'est le vieillissement de la population. Et donc, le vrai problème structurel qu'on a sur les 10 ans à venir de main-d'œuvre, en fait, dont on a besoin au niveau européen, pour l'industrie européenne, pour X raisons. Même si on doit se transformer en industrie de guerre de nouveau, tel qu'on nous l'annonce de plus en plus. Donc, on a besoin de main-d'œuvre. Donc, ces 2 tendances contradictoires. Ce pacte, en fait, depuis 7 ans, qui organise, comme tu l'as dit, en fait, le screening, c'est-à-dire en fait le filtrage, comment se fait, qui organise la solidarité, mais c'est quelque chose en fait qu'on attend depuis un certain temps. Mais quand on parle de solidarité, quand Angela Merkel a pris la décision d'accueillir 1 million et quelques en fait de migrants dont on n'a pas trié qui était à l'intérieur, et aujourd'hui il y a des procès en Allemagne parce qu'en fait il y a des yézidis qui se retrouvent avec leurs persécuteurs Daesh qui étaient en fait dans le lot des personnes qui sont venues. Quand aujourd'hui on entend en fait les déclarations du ministre de l'Intérieur allemand, qui est sociodémocrate, en fait, qui n'est pas conservateur comme Angela Merkel, qui adopte un discours très conservateur en disant que tous ces gens doivent partir aujourd'hui. C'est l'ambivalence de l'Europe aujourd'hui, entre une superstructure... Ça donne une image brouillonne du sujet. Henrik Lindel. Oui, moi, j'ai peut-être une autre vision des choses. Je pense qu'on assiste à une vraie avancée. D'abord parce qu'effectivement, il y a des pays qui arrivent à travailler ensemble et qui ont du mal à travailler ensemble. Ensuite, parce qu'il y a des mesures qui sont quand même nouvelles et intéressantes, forcément, puisqu'il s'agit de filtrage et enregistrement à la frontière. C'est que ces gens-là ne vont pas forcément pouvoir rentrer dans nos pays avant de pouvoir... T'as entendu le président de Frontex qui l'a dit, qui a rejoint Bardella sur 5 ans, son expérience en tant que président de Frontex, qui aujourd'hui rejoint en fait Bardella sur sa liste européenne. Dire, il faut constater, tout ça, ça a existé, Henrik, je suis désolé, mais l'application de tout ça est très mauvaise. Enfin non, ça n'a pas existé sous une forme organisée. Pour Frontex, les pays. Ça existe depuis 10 ans. Très bien. Donc, à quoi ça sert alors cette mesure ? Vous voulez dire que c'est rien ? Non, je ne dis rien n'est nouveau là-dedans ? Je ne dis pas que c'est. À mon avis, non.
Non, mais l'idée sur le pacte migratoire, l'idée de répartir les migrants en fonction. Oui, après, si les pays ne veulent pas, ils peuvent aussi payer, hein, tout simplement. Voilà. Alors, c'est ce que semble dire. Les mécanismes de solidarité dont on a beaucoup parlé ne fonctionnaient pas, en fait, parce qu'il y avait plein de pays qui ne voulaient pas accueillir en aucun cas. Maintenant, ils doivent payer. Pour certains, je me souviens plus des chiffres exacts, mais ça a été calculé. Je crois que c'est 20 000 euros par migrant qu'on n'accueille pas. Mais le fait qu'on a réglé ce problème des mécanismes de solidarité, ça aussi, c'est pour moi une avancée. Autre avancée, c'est les procédures accélérées de demande d'asile pour les demandeurs qui sont manifestement non éligibles au statut de réfugié. Donc, les États auront 6 semaines pour bien examiner ces demandes et ensuite ces États doivent ensuite renvoyer ces personnes dans leur pays. Et donc ça, il s'agit pour moi, enfin, ou alors je n'ai rien compris, mais pour moi c'est quand même pas seulement des avancées parce qu'on arrive à travailler ensemble, mais c'est vraiment des mesures nouvelles. Elles doivent être appliquées à partir de 2026 dans nos 27 pays. Après, on peut dire que c'est pas suffisant, ce que dit la droite, pour résumer un peu. On peut dire que c'est criminel et dangereux, irréalisable et inefficace, comme dit souvent la gauche et surtout plusieurs ONG de défense des demandeurs d'asile, etc. Mais c'est aussi un compromis, en effet, oui. Voilà. Et c'est l'Europe. Mais je parlais un peu d'image brouillonne parce que Donald Tusk, par exemple, de la Pologne, qui a été président du Conseil européen, ce qui n'est pas rien, il a assuré que son gouvernement protégerait la Pologne contre le programme de relocalisation des migrants. C'est-à-dire des personnes, même qui se trouvaient dans les instances européennes au plus haut stade, Et la Hongrie a dit la même chose. Elle prend la présidence de l'Europe en juin. Pardon, ça c'est intéressant parce que qui est Donald Tusk? Donald Tusk est considéré comme un libéral. D'ailleurs, il est libéral. Donc il devrait soutenir ce pacte migratoire. Et justement, quand on tenait ce genre de position qui est celle de Donald Tusk, quand on était polonais, c'était souvent des conservateurs polonais. Et on disait en gros qu'ils étaient réacs, quoi, et méchants, etc. Maintenant, on entend les libéraux, voire des gens de gauche, dire exactement la même chose. Ça veut bien dire, effectivement, et Eric, ce que vous avez suggéré, qu'il y a peut-être aussi une certaine confusion des esprits. Quand on est parmi les élites libérales en général à Paris ou ailleurs, c'est ce que vous suggériez, c'est pas ce que vous voulez dire. C'est pas la même chose en Pologne et en Hongrie, les élites libérales. Voilà, exactement. Ce n'est pas la même chose. Non, mais il y a tout à fait une conscientisation à faire là-dessus. Mais pour moi, toute la question de la problématique des flux migratoires en Europe, en fait, on en parle très différemment aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans. Il y a eu un changement énorme en cours chez nos politiques. Les discours qu'on entend aujourd'hui, même chez notre gouvernement, dans la bouche de notre président de la République, la gauche allemande, Parti social-démocrate allemand, et les libéraux polonais, j'en passe, pour ne pas parler des Suédois et les Danois, etc., ils sont beaucoup plus sévères, en effet. Ils veulent une immigration régulée, fortement régulée. Ce discours était perçu comme conservateur, de droite, etc., il y a encore 5 ans. Allez, il y a notre dernier sujet. Je suis d'accord là-dessus. Un dernier sujet, je voudrais qu'on en parle, la trajectoire de réduction du déficit public. Il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas si on aura des éléments, mais vous allez nous faire partager des éléments de compréhension qui nécessitent encore de trouver 10 milliards d'euros supplémentaires cette année. On sait que le déficit est évalué donc à 5,1% du PIB, mais on va sans doute, certains disent que ça sera 6% même. Et donc, il faut trouver des économies. On ne sait pas où trouver les économies pour que la note de la France ne soit pas un jour dégradée. Éric Verhaeghe. En fait, ça rejoint le pacte migratoire, en réalité. C'est qu'on a un discours pro-européen. Simplement, au mois de décembre, c'est passé inaperçu. On a renégocié le pacte de stabilité et la France s'est réengagée en décembre à baisser son déficit d'au moins un demi-point de PIB chaque année d'ici à 2027. Et elle fait le contraire 3 mois après. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une injonction paradoxale entre vive l'Europe, mais à condition que ça ne nous demande pas d'efforts. C'est les ambivalences. Vive l'Europe à condition de ne pas être impopulaire auprès des gens en leur disant il faut faire des efforts. Donc voilà, moi je pense que cette injonction paradoxale permanente, ce mensonge permanent ne sont pas tenables dans la durée.
Surtout qu'aujourd'hui, ce qui est proposé, en fait, dans ce qu'ils appellent la trajectoire en fait, budgétaire, ils avaient dit en fait que le PIB en 2023 devait être autour de 4, en fait le déficit à 4,7, on est à 5,5, et on dit l'objectif c'est de revenir en fait à 3% en 2027, ce qui à mon avis est parfait. Personne n'y croit. Mais personne n'y croit, même en fait le ministre de l'économie qui à longueur de journée joue sa carte aujourd'hui, et surtout ce qu'il propose c'est de faire en fait une réforme de l'assurance chômage. Et ça, je veux dire, c'est trouver en fait les économies là-dessus. À mon avis, c'est vraiment une vraie révolte sociale qui se prépare. Jean-Pierre Levade nous a parlé hier justement des économies sur les retraites, évidemment les retraites de la fonction publique aussi, en particulier. Ouais. Carole Sabat, Éric Verhaeghe et Henrik Lindel, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce grand débat et je vous dis à bientôt.